Odile, très belle présentation. Et donc, bonjour tout le monde. Là, je vais vous présenter quelques résultats de nos travaux de thèse, donc, qui portent sur l'apport de la télédétection et de la géochimie à l'étude de l'impact environnemental de l'exploitation artisanale de l'or sur le site de Komabangu au Niger. Donc, l'exploitation minière artisanale, c'est une activité qui prend un développement très accru en Afrique de manière générale et particulièrement en Afrique de l'Ouest où le contexte géologique est vraiment favorable à la mise en place de beaucoup de minéralisation. Donc, cette activité est aujourd'hui indissociable au développement économique et social de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, l'activité avait commencé formellement dans les années 1984 avec la forte sécheresse qui a frappé toute la bande du Sahel. Et donc, au départ, l'activité était essentiellement clandestine et saisonnière, c'est-à-dire les artisans miniers ne faisaient leur paillage que pendant les périodes mortes. Et quand la saison de pluie revient, là, ils vont se vaquer à leurs activités champêtres. Mais aujourd'hui, l'activité a pris de l'ampleur et elle devient de plus en plus pérenne. Et donc, elle doit cependant être encadrée et formalisée pour prévenir et remédier à ses impacts sur l'environnement. Donc, cette activité au Niger implique beaucoup d'individus, hein, parce qu'actuellement, il y a une estimation de plus de 450 000 personnes qui travaillent dans l'orpaillage et on estime que plus de 2 700 000 personnes en dépendent. Et donc, au Niger, on a des sites officiels qui sont reconnus. Donc, dans le Liptako, on a environ 69 sites qui sont des sites véritables et environ 74 sites dans le nord du pays, avec quelques sites dans le sud de la région de Maradi. Et donc, du point de vue production aurifère, on estime 2 à 5 tonnes de production dans le Liptako et environ 10 tonnes dans la région d'Agadez. Et donc là, nous avons une situation donc, des principales zones d'orpaillage au Niger. Donc, nous avons la zone du Liptako qui est un peu dans le sud-ouest. Nous avons le sud Maradi, carrément au sud, vers la frontière avec le Nigeria. Et au nord, nous avons donc trois grandes zones d'activité, donc la zone de Tabelot, la zone de Tibarakaten et la zone dans les massifs du Djado. Et donc, le site de Komabangu se localise dans le département de Terra. Terra donc, appartient à la région de Tillabéri. Donc, c'est cette région-là qu'on appelle aujourd'hui la zone donc, des trois frontières côté Niger. Et donc, du point de vue géologique, la région appartient aux Birimiens, donc du craton ouest-africain. Donc, le site est situé sur la ceinture de roches vertes Diagourou Darbani, qui est l'une des ceintures fortement minéralisées dans la région. Et donc, le site est situé dans un réseau hydrographique dense avec le passage donc, du fleuve Niger et quelques tributaires, donc des grands affluents. Donc, on a des cours d'eau qui drainent depuis le site qui vont se jeter dans des affluents et ces affluents-là alimentent directement le fleuve Niger. Et le fleuve Niger, donc là, ça, c'est débouche au Nigeria. Et donc, ces activités d'orpaillage, là, nous avons la chaîne donc, de traitement donc, des activités avec la production de rejets depuis les stades d'extraction du minerai aurifère jusqu'au stade de traitement
où les gens utilisent beaucoup de cyanure, et du zinc et même des acides. Et donc, comme source de rejet, on a donc l'extraction du minerai, le traitement gravimétrique, le traitement au cyanure des résidus, ici donc de l'utilisation des produits chimiques. Et donc là, nous avons comme conséquence la dégradation des terres et de la végétation, puisqu'on a des trous qui sont creusés partout, les stériles sont stockés partout, donc les déchets sont jetés partout. Et donc cela donc, entraîne aussi une pollution chimique qui est beaucoup liée à l'usage de ces produits-là, comme le mercure, le cyanure, l'acide sulfurique, l'acide nitrique, le zinc et même les explosifs. Et donc, nous avons essayé donc de faire la cartographie donc des rejets depuis les premiers stades donc de l'exploitation jusqu'à donc depuis 84 jusqu'à 2020. Et donc pour cela, nous avons utilisé des données de terrain. Donc nous avons fait la cartographie au GPS, donc des surfaces des rejets d'extraction et des rejets de traitement. Et donc, à cela, nous avons utilisé donc l'imagerie Landsat donc de 84 à 2020. Et donc, comme approche, donc là, nous avons utilisé donc un certain nombre de traitements d'images, comme la fraction minimale de bruit, le rapport des bandes et l'analyse en composantes principales. Et donc, ces méthodes ont été appliquées aux données donc, de 2019 où nous avions effectué les travaux de terrain, donc faire la cartographie. Et donc là, nous avons l'ensemble des images sur lesquelles le traitement a été appliqué. Et donc, après avoir appliqué ces méthodes de traitement, et donc là, nous avons sélectionné donc, le meilleur résultat et faire une matrice de confusion entre les données donc de terrain et les données ici et les résultats ici donc du traitement de l'image. Et donc là, pour le traitement, nous nous sommes appuyés sur les propriétés spectrales donc de certains minéraux qui sont contenus dans les rejets, comme les oxydes de fer, l'hématite, la goethite, les minéraux silicatés, les minéraux hydroxylés. Et donc, à partir donc, de ces propriétés d'absorption et de réflexion, et donc, nous avons pu cartographier les surfaces donc, des rejets d'extraction et des rejets de traitement. Et donc là, nous avons quelques résultats. Donc, là, il y a tout un bagatelle d'images, mais là, c'est les principaux résultats des différentes méthodes appliquées, comme la fraction minimale de bruit, le rapport de bande et l'analyse en composantes principales. Et donc là, parmi ces méthodes, nous avions choisi la meilleure méthode qui permet donc de discriminer aisément les résidus. Et donc, cette méthode, c'est l'analyse en composantes principales, donc issue donc des minéraux hydroxylés que vous voyez sur la figure D. Et donc là, nous avons effectué la matrice de confusion donc pour discriminer donc les zones d'extraction, les aires de cyanuration et les autres surfaces entre les données de terrain et les données, donc les résultats du traitement de l'imagerie Landsat. Et donc là, on voit quand même qu'au niveau des zones d'extraction, on a 79,80% de conformité. Au niveau des aires de cyanuration, on a 112,26%. Et au niveau des autres occupations, on a jusqu'à 99,95%. Et donc, ces résultats nous ont permis de valider donc, la méthode utilisée et de pouvoir appliquer cette méthode à l'ensemble des images de 1984 à 2020. Et donc là, nous avons quelques résultats de séries temporelles, donc de l'évolution donc des surfaces d'extraction et de rejet et de traitement. Donc, nous avons une image de 88, une image de 2001, une image de 2010 et l'état en 2020.
Et donc, là, nous avons la synthèse donc, des surfaces des rejets d'extraction et de traitement de minerais, donc de 84 à 2020, couplée à l'évolution du prix de l'or. Et donc là, on constate quand même une évolution, donc une forte évolution depuis un certain nombre d'années. Donc depuis les années 99, l'exploitation n'a cessé jusqu'à aujourd'hui. Et là, et en fonction du prix de l'or, on voit aussi que les surfaces des régions ont fortement augmenté. Et cette analyse a permis aussi de mettre en évidence au niveau du site, parce que entre 89 et 99, l'orpaillage a été arrêté officiellement pour faire la prospection minière, mais on s'était rendu compte qu'il y avait eu de l'orpaillage clandestin qui se produisait pendant cette période. Et donc, au niveau de la cartographie, donc là, nous avons effectué un certain nombre d'échantillonnages sur le terrain. Donc, nous avons échantillonné les sols à des mailles régulières, donc sur l'ensemble du périmètre. Donc, et ensuite, on s'était focalisé sur les aires de cyanuration où la pollution est plus frappante. Et sur ces aires, nous avions également effectué les échantillonnages sous forme de mailles, donc au niveau donc, des sols. Ensuite, nous avions échantillonné des résidus, que ce soit les résidus acides provenant carrément du traitement, les résidus qui sont contenus dans les bassins de cyanuration et l'état des rejets donc après le traitement au cyanure. Et donc, ces différents échantillons ont fait l'objet d'analyses au spectromètre de fluorescence X. Donc, ensuite, nous avions analysé du minerai pour voir sa composition donc, au niveau de la microsonde électronique. Et après, donc, nous avions aussi analysé les minerais et les rejets donc, à l'ICPMS au niveau du HSM. Et donc là, nous avons un aperçu donc, sur la composition chimique et minéralogique donc des sulfures et des minerais, où donc là, nous avons dosé un certain nombre d'éléments chimiques donc à la microsonde sur les sulfures. Et donc là, on a essentiellement donc comme sulfure de la chalcopyrite, de la galène, de la pyrite et de la sphalérite. Et donc là, l'analyse nous montre que souvent, même l'or contenait souvent certains éléments chimiques qui peuvent être nocifs. Par exemple, si on prend le dernier échantillon, qui est un grain d'or, on voit que cet or, au-delà de l'argent, cet or contient aussi un peu d'arsenic. Et donc là, nous avons un peu la composition chimique donc, des éléments analysés donc, sur les sulfures et les minerais. Et donc après, nous avons fait la corrélation donc, des résultats donc, de l'analyse de l'ICPMS aux donc, données d'analyse XRF. Donc, pour un certain nombre d'éléments comme l'arsenic, le cuivre, le zinc et le plomb. Et donc là, on voit quand même une belle corrélation entre les analyses XRF et les analyses ICP-MS, que ce soit pour l'arsenic, pour le cuivre, pour le plomb et même pour le zinc. Et donc là, ce traitement est toujours en cours. Nous n'avons pas encore finalisé donc là, ces interprétations. Et donc, nous avons commencé à faire la distribution donc, de ces éléments donc, sur le périmètre. Et donc là, nous avons un peu la distribution de l'arsenic donc, dans les sols du périmètre, donc sous forme de courbe de niveau. Et donc là, nous avons représenté l'ensemble des échantillons sur les aires de cyanuration sur lesquelles nous allons nous focaliser.
Et donc là, si on prend donc sur cette aire de cyanuration, donc sur la première aire de cyanuration, nous avons le comportement de l'arsenic dans les différentes entités échantillonnées, donc que ce soit les rejets ou les sols. Donc c'est pareil pour la deuxième aire de cyanuration et même pour la troisième et la quatrième aire de cyanuration. Et donc, sur la quatrième aire de cyanuration, on constate quand même que l'état des rejets, donc au niveau de cet état-là, on a de très fortes concentrations en arsenic, donc qui sont les points en bleu. Et donc là, nous avons la distribution du cuivre sur l'ensemble du périmètre. Et après, nous nous sommes focalisés sur la distribution du cuivre sur les différentes aires de cyanuration, où on voit sur la première aire de cyanuration une importance, une abondance du cuivre dans l'état de rejet et les résidus acides. Et au niveau donc de la deuxième aire de cyanuration, on a de très fortes anomalies en cuivre au niveau des résidus acides. Et donc, c'est pareil pour la troisième et la quatrième aire de cyanuration, où dans les résidus acides, on a de très fortes concentrations en cuivre et un peu aussi dans l'état des rejets. Là, nous avons la distribution du plomb sur l'ensemble du périmètre et donc sur les aires de cyanuration, on constate quand même une abondance de plomb dans l'état des rejets et au niveau même des sols. Donc sur la première aire de cyanuration, les sols qui sont matérialisés par les points jaunes. Et sur la deuxième aire de cyanuration, donc on a au-delà donc des tas de rejets, donc on a aussi une forte concentration de plomb dans les résidus des bassins de cyanuration. Et donc là, sur la troisième et la quatrième aire de cyanuration, on a de fortes concentrations donc, de cuivre dans l'état de rejet, donc, qui sont bleus, et un peu dans les sols et les résidus des bassins. Là, nous avons la distribution du zinc sur l'ensemble du périmètre. Et donc, quand on zoome sur les aires de cyanuration, donc là, on voit quand même une abondance de zinc dans les résidus acides, donc sur la première et la deuxième aire de cyanuration. Et sur la troisième et la quatrième aire de cyanuration aussi, on a de très fortes concentrations de zinc dans les résidus acides. Et donc, ceci peut être lié au fait que donc, dans ces résidus acides-là, donc, on a dans le traitement, les gens utilisent beaucoup de zinc pour faire la cémentation et ce zinc est dissous par la suite par l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Et donc, les gens, bon, après, les déchets sont déversés comme ça donc, dans la nature. Et donc, c'est ce qui explique la forte concentration du zinc dans ces résidus acides. Et donc, en conclusion, donc, nous pouvons dire que le traitement des images Landsat a permis de suivre l'évolution des rejets du site de 84 à 2020. Et donc, parmi les méthodes utilisées, donc, c'est essentiellement l'analyse en composantes principales appliquée sur les minéraux hydroxylés qui s'est avérée la meilleure méthode pour cartographier les rejets. Et donc, les surfaces des rejets qui étaient associées aux zones d'extraction sont passées de 9,43 hectares en 84 à 234 hectares en 2020, avec une mise en évidence d'un orpaillage clandestin entre 89 et 99. Et la surface associée aux aires de cyanuration, donc la cyanuration étant commencée en 2009, et donc là, en 2009, donc les gens se sont mis massivement donc, dans cette activité au point où depuis 2009, les surfaces ont fortement gonflé. Et là, on avait 5,56 hectares en 2009
Et en 2020, la surface des rejets de cyanuration avoisine déjà les 100 hectares. Donc, pour les données géochimiques, les interprétations sont toujours en cours pour la discrimination des parts géogéniques et anthropiques et la distribution des éléments traces dans les sols et les rejets. Et donc là, comme perspective, donc là, nous envisageons de faire une cartographie de ces éléments traces métalliques contenus dans les sols et les résidus à partir donc de données de télédétection, donc la spectroscopie hyperspectrale, où nous avions déjà analysé, donc nous avons acquis les spectres de ces différents rejets donc, au niveau donc, du JET à Toulouse. Et donc là, on a ici un exemple donc, de spectre avec des zones d'absorption et de réflexion. Et donc, dans cet échantillon, donc, nous avons une forte concentration de zinc, de plomb, de mercure, de cuivre et d'arsenic. Et donc, nous allons essayer donc, de déterminer donc, à travers la réflectance, donc les zones de réflectance où on peut capter le zinc, le plomb, le mercure, le cuivre et l'arsenic. Et là, on peut, à partir de là, on peut faire une prédiction de ces concentrations à partir de ces mesures spectrales et pouvoir faire la cartographie des concentrations à partir des données spectrales. Donc, c'est la fin de notre présentation. Donc, nous sommes à votre disposition pour des compléments, des suggestions, des questions, des remarques. Je vous remercie.